Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là et merci d'embarquer avec nous pour un voyage au centre de la veille. Alors, on va se présenter rapidement. Moi, je m'appelle Fabien Yegel, voilà, je suis développeur chez Shodo. Et j'ai participé à l'écriture d'un livre qui s'appelle Softwarecraft. Et donc moi, David Franck, et développeur chez Shodo aussi à Nantes. Donc Shodo, c'est une ESN qui est spécialisée dans les compétences des crafteurs et crafteuses. Et du coup, la spécificité de Shodo, c'est de vouloir changer les règles du marché en redonnant du sens au salariat par la transparence et par la réduction des richesses. Et on va, sans plus attendre, on va parler de la veille. Donc en fait, avec David, on s'est rencontrés sur une communauté pratique et en fait, on s'était posé la question de comment est-ce qu'on fait pour apprendre, comment est-ce qu'on fait pour un petit peu entretenir notre curiosité. Et du coup, là, un petit peu, on va vous parler de la veille. Qu'est-ce que c'est que la veille? Souvent, quand on pose la question de la veille, je fais face à deux types de personnes. Premier type de personnes, ils nous disent, voilà, moi, dans mon entreprise, il y a du temps qui est dédié pour, ou il y a un service qui fait de la veille. En fait, ça fait partie des missions de certaines personnes. Et du coup, ce qui est important pour ces personnes-là, c'est de s'intéresser à certaines informations dites stratégiques. Donc, par exemple, ça peut être des versions de release, des outils, des nouvelles technologies. Ça peut être aussi regarder les failles de sécurité. Mais ça peut être aussi, par exemple, suivre les lois françaises, européennes ou d'autres pays pour un petit peu comprendre ce qui se passe. Et ça peut aussi être, on va suivre le marché pour regarder ce que font les concurrents, regarder leurs prix. Voilà, tout ce genre de choses. Donc en fait, on a des informations qui sont stratégiques pour l'entreprise, que du personnel compétent va synthétiser et rediffuser à des décideurs. Donc les décideurs, ça peut être parfois les personnes qui récupèrent les informations, mais parfois pas. Du coup, en fait, ces synthèses, ça permet aux décideurs de décider, parce que c'est leur job. Et voilà. Donc en fait, on a des personnes pour qui il y a du temps dédié pour faire de la veille, qui vont récupérer des informations stratégiques pour les transmettre aux décideurs. Et tout ça, en fait, ils vont faire de la veille qu'on appelle stratégique. Donc c'est vraiment parfois un métier à part, ça fait partie de certaines fiches de poste. Et par contre, on a un deuxième type de personnes, où ce type de personnes, quand on leur dit c'est quoi la veille pour toi? Elles vont nous dire moi, je n'ai pas de temps dédié pour faire de la veille. Donc en fait, je fais de la veille à mon rythme, c'est sur le temps que moi je choisis. Parce qu'en fait, la veille, c'est pour soi parfois. Comme la veille, c'est pour soi, en fait, c'est eux qui vont chercher les informations. Donc en fait, quand on fait de la veille, c'est ce qui nous intéresse, c'est les informations de notre choix. Et ce qu'on fait avec ce temps, ce rythme, ces informations, en fait, c'est nous qui décidons ce qu'on va en faire, parce que c'est nous qui choisissons ce que ça nous apporte. Et ce type de veille, c'est ce qu'on appelle de la veille personnelle. Et c'est ce type de veille dont on va vous parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? En fait, je vais reprendre une analogie hyper originale en fait, qui va comparer un petit peu notre métier avec le travail du bois. Je vais raconter une histoire, l'histoire d'un bûcheron. C'est un bûcheron, c'est un bûcheron un petit peu archaïque. Il arrive dans un camp de bûcheron avec sa hache, et en fait, sa mission, c'est de couper des arbres. Et beaucoup d'arbres, pour que la scierie elle donne des sous, parce que c'est important d'avoir des sous. Et du coup, en fait, il prend sa hache et il tape sur les arbres. Et donc, il abat des arbres, c'est bien. Mais en fait, plus il tape, et moins ça va vite. Et du coup, il va y avoir un bûcheron qui est là depuis un petit peu plus longtemps, mais lui qui abat des arbres toujours au même rythme. Donc, avec sa hache, il tape, et les arbres, ils tombent. Et du coup, il vient le voir, il dit « Mais attends, comment est-ce que tu fais, toi, vieux bûcheron, pour réussir à abattre des arbres toujours avec la même vitesse, avec la même efficacité ?» Et le vieux bûcheron, il se pose, il le regarde, il lui dit « Mais moi, entre deux arbres, je reprends mon souffle et j'aiguise ma hache. » Je trouve que cette anecdote est hyper intéressante en comparaison avec notre métier, parce que le bûcheron, il a une hache qu'il entretient, ça lui permet d'être plus productif, ça bénéficie à la scierie pour laquelle il travaille, et en plus, ça lui permet de moins se fatiguer. Nous, en fait, on a aussi une hache. La hache, c'est un petit peu les outils du quotidien du bûcheron. Et nous, on a des outils du quotidien. On a notre OS, on a nos IDE, mais en fait, nos outils du quotidien, c'est nos compétences. Et du coup, la veille personnelle, elle est là pour nous aider à affûter et à entretenir nos compétences. Et du coup, pour ça, souvent, on va prendre du temps. Donc moi, j'aime bien dire que la veille, c'est le temps qu'on investit pour améliorer les compétences. Mais il faut bien se dire que le temps, c'est précieux. Du coup, il va falloir réussir à le structurer. Et donc pour moi, la veille, c'est l'ensemble des habitudes et des processus qui permettent d'apprendre en continu. Pour la suite, on va vous proposer des tips, des guidelines, vraiment quelque chose de très simple, en fait, au final, parce que la veille personnelle, elle est personnelle. Donc en fait, on vous propose un processus en 3 étapes. C'est d'abord, la veille, on va commencer par sourcer des choses, des informations, n'importe quoi. Ces informations, on va les traiter pour en faire quelque chose. Et ce quelque chose, après, on va le valoriser, parce que c'est quand même important de montrer qu'on fait des choses importantes. Et du coup, donc ça, c'est les 3 étapes de la veille. Et c'est quelque chose de vraiment très simple qu'il va falloir réussir à s'approprier, parce que la veille personnelle, c'est pour vous, et c'est hyper personnel. Moi, je vais vous parler de la première étape, donc sourcer.
Donc on va alimenter notre veille. Et donc on va choisir des ressources. Donc une ressource, c'est par exemple un article de blog, un épisode de podcast. Et quand on débute, on peut aller chercher avec un moteur de recherche ou alors aller sur des sites généralistes, des portails comme DZone, Medium, InfoQ, Jeff.to, ou alors suivre des personnes sur Twitter. On va chercher des personnes, par exemple, qui ont écrit des bouquins, ou alors suivre aussi sur LinkedIn, ou s'abonner à des chaînes YouTube. Il y a aussi des podcasts, comme par exemple le podcast des Cascodeurs qu'il y aura tout à l'heure. Donc ça permet de démarrer sa veille. Donc moi, j'utilise beaucoup TweetDeck. On fait un petit zoom sur TweetDeck, où il y a un peu l'équivalent maintenant, ce qui est super intéressant avec Mastodon. Ça permet pour moi en tout cas, je trouve beaucoup de ressources avec ces deux outils. On poursuit à la fois des tags, mais aussi créer des listes avec des personnes. Ensuite, donc, on va stocker tout ça. Donc il y a pas mal d'outils qui existent. Moi, je vous en ai mis 5, une sélection. Donc Hippocket, Notion, Trello, OneNote et Evernote. Après, à vous de voir, par rapport à vos usages, il y a des outils qui proposent des extensions pour ajouter directement à partir du navigateur, à partir de votre téléphone. Mais il faut toujours faire attention, il y a un risque d'accumulation. Il y a une surabondance d'informations, c'est très facile d'ajouter, de cliquer sur un bouton, et après, par contre, d'être submergé. Il ne faut pas oublier qu'une ressource qu'on va ajouter, c'est une tâche. Il faudra la traiter après. Et il y a un risque aussi, c'est de ne pas utiliser sa veille, c'est de traiter des ressources qui ne sont pas forcément si intéressantes. C'est pour ça que moi, je n'utilise pas les extensions. Je fais un effort à chaque fois de copier dans une liste que j'ai sur Notion. Voilà, j'ai une liste blanche, c'est-à-dire que ce que je mets dedans, je suis très sélectif. Je mets de la qualité et pas de la quantité. Donc maintenant qu'on met des ressources de côté, qu'on a fait son sourcing, on peut traiter sa veille. Donc là, on est sur une action longue. Autant sourcer, c'est rapide. On clique sur un bouton, on met ça dans une liste. Maintenant, là, traiter, c'est une action longue. Donc par exemple, je choisis un article de ma whitelist. Je prends l'article Parse Don't Validate, que je vous recommande d'ailleurs. Et donc, je vais prendre des notes. Alors, je vais vous poser une petite question. Qui, en général, prend des notes quand vous faites de la veille? Ok, il y a pas mal de mains. Alors, qui sont levées. Je vais quand même essayer de donner envie à ceux qui n'ont pas levé la main de se mettre à prendre des notes. Et donc, il va falloir répondre à la question de pourquoi prendre des notes. Déjà, ça aide notre mémoire de travail. On est limité par notre mémoire de travail, qui n'a pas une très grande capacité. Voilà, tout ce qui occupe votre mémoire fonctionnelle va réduire notre capacité à penser. C'est Kahneman qui le dit. Et du coup, quand vous traitez un article, parfois, comme l'article Parse Don't Validate, qui est assez long, quand je l'ai traité, il y avait des choses en Haskell, moi je ne connais pas l'Haskell. Du coup, prendre des notes, ça m'a aidé à prendre de la hauteur et vraiment à avoir de la capacité pour penser et bien comprendre l'article. Ensuite, ça va aider à mieux mémoriser. Ça, c'est la courbe de l'oubli des bingos. Si on ne fait rien pour se rappeler, on va très vite oublier. Et les notes vont nous aider à mieux mémoriser et à passer les informations en mémoire à long terme. Et ensuite, quelque chose qui est très important aussi, c'est que ça va alimenter notre réflexion. On va mieux penser, on va prendre de la hauteur, on va pouvoir prendre de meilleures décisions et aussi être plus créatif. Bref, pour moi, si on ne prend pas des notes et qu'on fait de la veille, on perd son temps. Si je vous demande de me parler d'un article que vous avez lu il y a 15 jours où vous n'avez pas pris de notes, vous n'allez pas vous rappeler ce qu'il y avait vraiment dans l'article, peut-être une idée ou deux. Mais donc, c'est dommage d'investir du temps pour oublier. Donc maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour prendre des notes. Le plus important, c'est de paraphraser, c'est-à-dire de reformuler avec vos propres mots, de ne pas faire de copier-coller. Pourquoi? Alors déjà, le plus important, c'est que ça va te donner un feedback. Quand vous paraphrasez, c'est comme si vous vous expliquiez à vous-même, et ça va permettre de se rendre compte si vous n'avez pas compris. Si vous n'arrivez pas à reformuler avec vos propres mots, c'est peut-être que vous n'avez pas compris. Donc vous allez soit creuser directement, soit vous mettre une petite note pour approfondir un peu plus tard. Ensuite, vous allez utiliser vos mots, donc vous allez pouvoir vous relire plus facilement. Une idée, elle est rarement dans un seul paragraphe, elle est plus souvent dans plusieurs paragraphes, ça fait pas mal de phrases. Vous allez synthétiser tout ça, utiliser uniquement les mots qui vous intéressent. Donc ça va être plus concis, et en plus, vous allez déjà commencer à mémoriser. Donc là, c'est les notes que j'avais prises sur cet article Parse Don't Validate. Donc l'article était vraiment très grand, assez grand, et moi je l'ai
synthétiser déjà en... Là, j'avais fait pas mal de notes pour le coup. Il y a des fois, je vais prendre 2 phrases, et puis là, là j'en avais pris pas mal, parce qu'il y avait pas mal de choses nouvelles pour moi. Mais on n'est pas là pour tout noter. On note vraiment ce qui nous paraît important. On fait confiance à notre cerveau. Pour garder le rythme, parfois, pour éviter de faire des allers-retours constants entre notre ressource et notre prise de notes, ce qu'on peut faire, c'est plutôt attendre la fin d'une section, la fin d'un chapitre, et de se dire, tiens, là, qu'est-ce que j'ai envie de retenir maintenant? Et de prendre les notes à ce moment-là. En termes de format, là aussi, on est très libre. On peut utiliser du papier, faire sur du numérique, faire des choses plutôt graphiques ou des choses vocales carrément. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Ce qu'il faut juste faire attention, si vous prenez des notes avec un ordinateur, c'est qu'on va taper plus vite, on va faire des copier-coller, et donc du coup, on va avoir moins tendance à paraphraser. Donc faire attention à ça, et aussi aux notifications pour éviter les switches de contexte, bien désactiver les notifications. Avec tout ce qui est manuscrit, on va être plus lent, donc on va peut-être avoir plus tendance à reformuler, et on a plus de liberté d'expression. On peut faire des liens visuels, faire des symboles. Alors, est-ce qu'on s'arrête là? On a pris des notes, super. Mais ça pose la question de est-ce qu'on arrive à utiliser ces notes? Donc, parmi celles et ceux qui ont levé la main, est-ce que vous arrivez à utiliser vos notes? Ah, il y a moins de monde là, ouais. C'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai été un peu comme vous. J'avais une archive, une espèce de cimetière de notes. J'avais des notes un peu à droite à gauche, je n'arrivais pas à les utiliser. Et c'est vraiment dommage, ce n'est pas très utile dans le cadre de la veille. Et ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt un second cerveau, d'avoir un partenaire vraiment de discussion. Quand on écrit des choses, on veut que ça soit utile pour notre futur moi. Donc il y a une première possibilité, quand on commence à faire de la veille, ça peut être de tout classer à un seul endroit pour pouvoir faire des recherches full text. Ça, c'est ce que propose dans son bouquin Tiago Forte, Building a Second Brain. Je résume un peu, mais c'est un peu ça l'idée de tout mettre dans un seul endroit. Moi, disons que je ne suis pas forcément fan. Je trouve que ça ne scale pas. Et il y a une raison principale en fait, aussi, qui fait que je n'utilise pas cette façon de faire. C'est que quand on commence à avoir pas mal de notes, c'est très difficile de connecter les notes entre elles. Par exemple, l'article Parse and Validate, c'est un ensemble d'idées. Ce n'est pas juste une idée. Et moi, quand je lis l'article, ça me fait penser peut-être à une idée d'un autre article. Et j'ai envie de connecter uniquement une idée à une autre idée, et pas un article à un article complet. Ça n'a pas de sens. Pour faire les recherches, ça n'aide pas en fait. Du coup, il y a une réponse à ça, c'est le Zettelkasten. Alors le Zettelkasten, c'est un mot allemand pour dire une boîte de fiches. En anglais, c'est slipbox. Mais le mot, si vous voulez faire un peu creuser le système pour faire des recherches sur Google, par exemple, utilisez le terme Zettelkasten, c'est ce qui vous donnera le plus d'infos. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va prendre ces notes de lecture et on va les déstructurer en petites notes qu'on va appeler des notes permanentes parce que ce sont des notes que l'on va garder et qui vont constituer notre système. Et donc on va jeter après les notes de lecture. C'est pour ça que ce n'est pas un problème de prendre des notes manuscrites parce qu'au bout du compte, elles vont rentrer dans le système après à la fin sous forme numérique. Donc il ne faut pas trop tarder, parce que sinon on va oublier un peu le contexte. Donc on essaye de le faire, si possible, le lendemain, ou le soir même ou le lendemain. Et donc cette phase, c'est une phase qu'on va appeler la phase d'élaboration. Donc c'est une phase, effectivement, on va fournir un nouvel effort, mais en même temps c'est là où c'est super intéressant, parce qu'on va réfléchir, on va essayer de bien comprendre, d'approfondir, on va découvrir peut-être même des nouvelles choses, on va faire des connexions avec nos autres notes, et on prend encore du feedback sur notre compréhension. Donc c'est vraiment super chouette. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des petites notes, des notes atomiques, un peu comme en dev, on essaye de faire des fonctions ou des classes qui rendent un service, qui le rendent bien. Il y a la notion aussi de SRP. Et là, c'est pareil, on essaie de faire une note sur une idée. Ça va faciliter les connexions, la maintenance du système, l'utilisation pour se promener dedans. Et aussi, si jamais on se rend compte à un moment qu'on a envie de connecter une note à une autre, mais qu'il y a peut-être 2 idées, dans ce cas, on fait du refacto, on split les notes en plusieurs. Et donc, on crée des connexions entre les notes. Donc là, c'est par exemple une vue de mon système il y a quelque temps, et ça crée un réseau. Et c'est ça qui est super puissant, c'est qu'en fait, les structures, elles émergent naturellement. On n'a pas besoin de mettre une note dans un dossier, la classer dans une catégorie. Les catégories, elles se créent naturellement. Et ensuite, pour se promener et aller chercher des idées, c'est hyper naturel.
C'est toute la puissance de ce système. Donc, pour éviter de se retrouver avec un gros tas de nouilles, on connecte les notes qui sont vraiment proches, quand on a vraiment du sens. Ce n'est pas parce qu'on se dit, tiens, oui, j'ai un autre endroit qui parle de ça, qu'on crée une connexion forcément. On essaye d'avoir plutôt de la cohésion et pas un couplage trop fort. Donc là, par exemple, le résultat pour l'article Parsons Validate, ça a donné deux petites notes que j'ai modifiées et une grosse note qui est plutôt grosse, celle-là. Peut-être qu'un jour, je la splitterai. Mais voilà, ça a donné ça. Donc il y a des fois, on va finir par faire 0 note permanente parce qu'on se dit au bout du compte, je vais juste peut-être modifier une note par-ci par-là. Parfois, on va en créer plusieurs. Et donc là, c'est avec le logiciel Obsidian. Donc vous voyez, il y a la note qui a pas mal de connexions vers d'autres notes. Et sur la partie droite, il y a les backlinks. Donc ça, c'est très important et très utile. Ce sont les notes qui pointent vers cette note-là. Donc quand vous vous baladez dans votre système, c'est très agréable de pouvoir voir les différents chemins que vous pouvez emprunter pour creuser une pensée. Vous pouvez utiliser des tags si vous voulez, ça permet de mettre des catégories de façon flexible, beaucoup plus flexible que de mettre une note dans un dossier. Il y a aussi des notes de structure. Quand vous commencez à avoir pas mal de notes sur une thématique, parfois c'est un petit peu compliqué, c'est assez intéressant d'avoir un point d'entrée. Et donc vous mettez toute une série de notes autour de cette thématique. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est moi ce que j'appelle le Zettelkasten Lite, parce qu'il n'y a pas de système de référence. D'outils comme Zotero, dont tous les chercheurs ou les étudiants vont se servir pour référencer toutes les sources précisément. Moi, je mets les sources directement dans mes notes. Donc l'étape de capture, avec les notes de lecture, issues des ressources. Il y a les notes impromptues, donc les discussions à la machine à café avec les collègues, ou alors la pensée sous la douche, ça peut donner naissance à des notes. Et tout ça, on transforme ça en notes permanentes à la phase d'élaboration et de connexion. Alors, des apps, il y en a plein. C'est important, c'est de choisir un outil qui répond à vos besoins les plus importants, comme est-ce que vous voulez avoir un outil disponible en ligne? Est-ce que vous voulez avoir vos notes, avoir la main sur les fichiers, sur vos notes? Ça va être des critères que vous allez choisir. Et concentrez-vous là-dessus. Ne cherchez pas à tuner votre appli avec des plugins au départ. Vous pouvez utiliser le site noteapps.info pour comparer les applis. Voilà. Et moi, personnellement, j'utilise Obsidian. Alors, pour aller plus loin, il y a le bouquin How to Take Smart Notes, qui est un peu le bouquin de référence sur le Zettelkasten de Zonke Arens, qui est un bouquin super passionnant. Après, ce n'est pas un bouquin forcément pratique, mais voilà, il est très intéressant. Il y a un autre livre qui est disponible gratuitement en e-pub, qui s'appelle How to Make Notes and Write. Et donc, il y a les 5 premiers chapitres qui sont sur la prise de notes. Et le bouquin est intéressant. Alors pour rendre ça un petit peu plus concret, parce que là je ne vais pas prendre le temps pour vous montrer exactement comment ça fonctionne et comment moi j'ai fait le mien, mais c'est quand même assez agréable de dire mais en fait à quoi ça ressemble concrètement. Vous pouvez aller voir celui de Andy Matuszak qui est vraiment super bien. En plus il explique des choses sur comment il met en place son système. Lui il appelle ça des notes evergreen, mais en gros c'est pareil. Donc n'hésitez pas à aller vous balader, même quand vous allez mettre le vôtre de temps en temps, allez voir quand même comment il fait. Mais le plus important, c'est quand même pas de se prendre la tête et d'être dans l'analysis-paralysis qu'on peut avoir peut-être au début quand on met un système comme ça. Le système, il doit vous aider. Ce qui est difficile en fait, et l'intérêt, c'est de réfléchir et de penser. C'est ça la difficulté. Le système, il ne doit pas être un frein, il ne doit pas vous prendre de l'énergie. Et faites-le évoluer avec le temps en fonction de vos besoins. Et j'ai envie de dire, surtout, commencez au plus tôt. Moi, je suis super content d'avoir commencé il y a 3 ans et demi à prendre des notes. Il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on fait parfois pas beaucoup de veille que aussi un système comme ça n'aurait pas de sens. Ça a vraiment du sens dès qu'on commence à faire de la veille. On accumule sur le long terme et très vite, on est vraiment satisfait et on peut l'utiliser. Donc moi, je vous invite vraiment à commencer aujourd'hui. Moi, c'est grâce à ce système qu'aujourd'hui, je peux partager le résultat de ma veille avec vous. Et c'est une façon donc de la valoriser. Je vais laisser Fabien développer ce sujet avec vous. Merci. Du coup, là maintenant, on a réussi à sourcer, on a pris plein de ressources, on a pris le temps en fait, de les traiter, de les lire, de faire des notes. Mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, c'est quoi la valeur que ça peut apporter?
Alors, il y a une personne qui s'appelle Seb Rose, donc c'est quelqu'un qui travaille chez Cucumber, qui a écrit 2 livres sur le Behavior Driven Development, qui a proposé une définition de valeur en Écosse en 2019. Pour lui, la valeur, et moi j'aime beaucoup cette définition, c'est tout ce qui permet d'apporter de la connaissance, tout ce qui permet en fait de réduire le risque, et tout ce qui permet d'avoir du feedback utile. Donc des sous, c'est du feedback utile. On fait un travail, on nous paye, et c'est du feedback, c'est cool. Et du coup, j'aime beaucoup cette notion de valeur. Comment est-ce qu'on utilise cette notion de valeur pour valoriser notre veille? Donc déjà, la première retombée qu'on a de notre veille, on a appris quelque chose. Apprendre, c'est la première retombée qu'on peut avoir de notre veille. Apprendre, en tant que développeur, ça fait partie de notre métier. C'est nous permettre d'avoir un nouveau regard sur ce qui nous entoure, de comprendre le business pour lequel on travaille, de comprendre les outils avec lesquels on travaille. Apprendre, c'est faire quelque chose pour son moi du futur. Apprendre, on a du mal parfois à savoir à quoi ça va nous servir, parce que ça a des retombées à moyen ou à long terme, pas forcément à court terme. Donc ça, c'est la première façon qu'on a de valoriser la veille, mais parfois, ce n'est pas hyper tangible. Il y a quelque chose d'autre qui plaît beaucoup plus aux entreprises pour valoriser la veille, c'est ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation, ça va être introduire du neuf dans quelque chose qui existe déjà. Donc, par exemple, tout à l'heure, David nous a parlé de connecter des notes entre elles. En fait, innover, c'est on va connecter des idées entre elles. Dans la mythologie grecque, on dit que la mémoire, c'est la mère de l'inspiration. Parce qu'en fait, pour avoir des nouvelles idées, pour générer en fait, de la nouveauté, il faut quand même avoir acquis quelque chose. Il faut trouver du palpable à lier entre elles. Donc innover, ça va être trouver de nouveaux chemins, ça va être connecter des idées entre elles. Donc ça, c'est hyper valorisant pour les entreprises. Les entreprises, elles adorent innover, sauf qu'il faut faire de la veille. Une autre façon de valoriser la veille, c'est tout ce qui va sortir d'une expérimentation. Autant innover, c'est connecter des idées entre elles, c'est pas forcément toujours concret. Autant expérimenter, ça va être de concrétiser ces idées. Expérimenter, c'est une action, ça nous permet de réaliser quelque chose. On va réaliser une expérience, et une expérience, c'est quelque chose qui est vécu ou qui est observé, et sur lequel on a un retour. Donc en fait, pour faire simple, avec la veille, on acquiert des savoirs, et du coup, l'idée d'expérimenter, c'est on va s'approprier le savoir, et on l'applique dans un cadre qu'on connaît pour réaliser un objet, donc plus ou moins ésotérique, et le retour d'expérience qu'on va avoir sur cette réalisation, c'est ce qu'on appelle du savoir-faire. Et du coup, ça, c'est hyper valorisable pour soi. Et mettre en évidence qu'on a acquis du savoir-faire, c'est pas toujours facile. Et quand on expérimente, on a des preuves concrètes et tangibles qui nous permettent de montrer ce savoir-faire. Une autre façon que j'aime beaucoup pour valoriser la veille, c'est de partager. Partager, c'est quelque chose qui est naturel. En fait, on le fait tous partager. On va discuter avec des gens, on écrit des articles, tous, à notre niveau, on partage avec une intensité plus ou moins grande. Dans une entreprise, il y a 2 choses qui vont faire que vous allez rencontrer des gens. Il y a les besoins opérationnels, parce qu'en fait, vous avez besoin de travailler avec une telle personne, donc vous allez la rencontrer. Et le deuxième besoin, c'est de partager des connaissances. Et du coup, le partage, c'est une forme de partage de connaissances. Voilà. J'aime beaucoup cette citation. La connaissance, c'est la seule chose qui grandit quand on la partage. En fait, plus on partage notre connaissance, plus les gens autour de nous ils vont avoir de la connaissance, plus on va réussir à avoir des nouvelles idées, plus on va se connecter, etc. Un truc qui est hyper intéressant par rapport à ça, c'est par exemple moi ça m'est arrivé, j'ai démissionné. Si, ça m'est arrivé. J'ai démissionné et en fait on m'a dit tiens, tu poses ton stylo et maintenant tu vas rédiger de la doc pendant 3 mois. C'est hyper pénible. Et du coup, partager au fur et à mesure notre connaissance, ça permet de ne pas avoir cette phase-là, d'avoir besoin de rattraper toute la doc, de tout partager, parce qu'en fait la connaissance elle est déjà présente. Partager, on peut le mettre en pratique en discutant. Discuter avec ses collègues, c'est hyper chouette, c'est hyper important, ça permet de partager. On peut faire ça au café, on peut faire ça dans des communautés de pratique, en mettant en place par exemple dans votre entreprise, ou en mettant en place des instances de partage. Vous vous dites, voilà, par exemple, tous les 3e mercredis, on se retrouve et on partage autour de quelque chose. Donc, discuter avec les collègues, donc au-delà du besoin opérationnel, on va apprendre des choses sur eux. Les collègues, ils ont souvent des compétences cachées. Et on ne les connaît pas, ces compétences cachées, si on ne parle pas avec eux. Par exemple, on peut avoir une personne qui sait comment est-ce qu'on va setuper des machines d'environnement. Et donc, si vous ne le savez pas parce que ça ne fait pas partie de sa fiche de poste ou parce qu'on ne vous l'a pas dit, vous ne pouvez pas le deviner. Une autre personne, ça peut être celle qui a déjà utilisé une technologie que vous avez envie d'essayer sur un autre projet. Donc, par exemple, dans une autre vie, en fait, elle a essayé une technologie et puis aujourd'hui, vous en avez besoin. Par exemple, du Vue. Il y a une personne qui a fait du Vue dans une autre entreprise. Si vous ne discutez pas avec elle et que vous faites que du React dans votre entreprise, vous n'allez pas savoir que essayer du Vue, vous pouvez vous adresser à une autre personne.
Discuter, c'est ce qui vous permet en fait de créer des connexions entre les personnes. Et tout à l'heure, on l'a vu, la connexion, c'est ce qui permet d'innover. Donc discuter avec des personnes de votre veille, c'est innover au carré. Donc n'hésitez pas à aller parler aux gens. C'est pas facile pour tout le monde, mais parlez aux gens, c'est bien. En partageant, en fait, on peut produire des choses. La production de choses, c'est aussi du partage. On peut partager des articles, on peut partager des podcasts, des vidéos, et on peut aussi faire des images. Donc on peut faire des sketch notes ou des infographies. C'est hyper chouette. Produire, c'est vraiment une action où vous allez mobiliser vos ressources pour essayer de transmettre quelque chose aux autres. Donc ça va vous demander de mobiliser toutes vos connaissances, de comprendre un petit peu votre problème. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure quand on parlait de reformuler, paraphraser. En fait, vous allez vous rendre compte que vous avez des connaissances que vous acquérissiez, et vous allez en fait le retransmettre dans différentes productions. Et ce qui est hyper intéressant par rapport à ça, c'est si vous partagez vos travaux en public. Partagez vos projets en public, ça vous permet d'avoir du feedback dessus. Et du coup, de vous rendre compte s'il y a un concept que vous avez mal compris, si vous l'avez vraiment très très bien compris, et justement vous dire « Ah, ben, c'est hyper chouette la façon que tu l'as de l'aborder ». Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, dans les productions, et à ce qu'on fait aujourd'hui avec David, c'est on vient présenter quelque chose. En fait, le meilleur moyen d'apprendre, c'est quand même d'enseigner. Nous, là, on est chez Shodo, et une fois par mois, à peu près, on a une instance qui s'appelle le Shoday, où en fait, on va partager ensemble. Et la dernière fois, on m'a dit Fabien, t'as pas une presse sur un sujet que je ne savais pas si je l'avais ou pas. T'as pas une presse sur le sujet? En fait, mon besoin, moi, quand il y a un sujet que j'ai besoin d'assimiler, c'est je fais une presse. Je ne sais même pas si elle va servir un jour, mais j'ai un sujet, je le prends et je me mets dans une position où je vais essayer de le transmettre à d'autres personnes. Et du coup, se mettre dans cette posture de assimiler un sujet pour essayer de le transmettre à quelqu'un d'autre, ça vous permet de mieux le comprendre, de mieux avoir du recul dessus. Et c'est hyper intéressant. J'ai commencé moi, ma carrière en tant que stagiaire, et comme bizutage, j'avais le droit en fait, à tous les matins une call de design pattern. C'est-à-dire on prenait 5 minutes et on me posait une question, c'est quoi le design pattern? Par exemple, la factory, c'est quoi? Et du coup, je présentais ça devant toute l'équipe. Donc pour moi, ça m'a permis de découvrir les design patterns, et pour toute l'équipe, ça leur a permis aussi d'approfondir leurs connaissances, de faire des retours et de croiser leur compréhension du sujet. Donc présenter quelque chose, pour vous, c'est hyper chouette parce que vous allez mieux vous approprier le sujet, et pour les gens qui vous allez présenter, ça leur permet aussi de croiser leurs connaissances, de éventuellement vous faire des retours, et en fait, vous allez tous grandir ensemble comme ça. Et c'est hyper chouette. Là, je vais vous présenter un petit atelier pour inciter en fait, au partage et pour faire de la veille en fait, un petit peu construite. C'est un atelier qui s'appelle le Good Morning Learning. Donc, ça a été formalisé par une personne qui s'appelle Philippe Bourgault, qui est en train de présenter dans une salle à côté. Et du coup, il a formalisé cet atelier en disant, voilà, en équipe, on va prendre 30 minutes tous les jours. Sur ces 30 minutes, on va prendre 20 minutes pour chacun de son côté. On va s'approprier un sujet. Donc ça peut être une vidéo, un article, un podcast, n'importe quoi. On prend une ressource de notre veille et on se l'approprie. On la lit, on la compulse, on prend des notes, on fait ce qu'on veut avec. Mais au bout de 20 minutes, on se prend 10 minutes où on va partager tous ensemble, les uns avec les autres, sur qu'est-ce qu'on a compris de cette ressource. C'est un atelier de consommation de ressources de veille en groupe, et on va restituer à chaud ce qu'on a appris. Et du coup, ça va nous forcer au quotidien en fait, de se mettre dans une posture d'apprendre et de transmettre quelque chose. Il y a un autre atelier un petit peu du même genre où on va consommer des ressources en groupe et on va essayer de les restituer à chaud, c'est l'extreme reading. Donc l'extreme reading, ça a été formalisé par Yoann Thirion. Et du coup, il propose qu'on se prenne 1 heure en groupe. Donc en fait, c'est 1 heure sur un standard, mais ça peut s'adapter sur 1h30. En groupe, on va se dire, on va prendre un livre chacun et on va se donner 20 minutes pour lire le livre. Et ensuite, on échange notre livre avec quelqu'un d'autre et on reprend 20 minutes pour lire un deuxième livre. Donc en fait, en 2 fois 20 minutes, on a lu 2 livres. Pas forcément complètement, mais au moins l'idée c'est d'en piocher en fait, des petites portions qui sont hyper intéressantes pour nous, et ensuite de le synthétiser et de prendre un quart d'heure après pour partager ce qu'on a compris chacun des livres. Et ce qui est hyper intéressant dans cet exercice, c'est que sur 1 heure, on a 2 personnes qui vont avoir lu un livre, pas forcément avec la même approche, mais du coup qui vont pouvoir s'approprier, échanger et restituer des choses différentes de ce même livre. Donc en fait, on va croiser les compréhensions et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'appropriation de la connaissance. Il y a un autre atelier qui est hyper chouette, en fait. Alors, c'est peut-être pas vraiment un atelier, c'est plutôt une pratique. En fait, parfois, on a besoin de joindre des besoins opérationnels avec le partage de connaissances. Et pour ça, en fait, on va essayer de faire en sorte de travailler tous ensemble sur le même sujet.
on va essayer de prendre une feature, une fonctionnalité et de la mettre au bout. Et du coup, pour ça, on va mettre toutes les bonnes personnes dans la même pièce, autour du même sujet. Et on va appeler cette pratique le mob programming. C'est hyper chouette parce que, en fait, le mob programming, donc, outre le fait de lier le besoin opérationnel avec le partage de connaissances, ça va nous permettre d'apprendre en continu les uns les autres. Parce que dès qu'il y en a un qui apprend quelque chose dans la veille, il permet à tout le mob, à toute l'équipe, de bénéficier de sa connaissance. Et pareil, cette pratique, en fait, elle permet de diminuer le risque. Parce qu'on va tous partager les connaissances les uns avec les autres. Du coup, s'il y a une personne qui part, et ben, en fait, la connaissance, elle reste dans le groupe. Et donc, c'est hyper chouette et hyper valorisant. Mais toutes ces pratiques, en fait, elles sont assez intéressantes. Tout ce qu'on a fait pour sourcer, partager, pratiquer, valoriser, ben, c'est hyper chouette, mais ça nous demande de l'énergie. En fait, on a besoin d'y mettre de l'énergie et du temps, et ça nous demande de l'investissement en temps. Mais il y a des jours, on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie. C'est fatigant. Et du coup, dans ces jours-là, souvent, soit on ne fait pas de veille, soit on fait de la veille passive. En fait, on va prendre des articles, on va être un peu passif, on va subir les informations qu'on récupère, on engage de l'information pour soi. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps, mais on n'a pas beaucoup de gains parce qu'on ne prend pas beaucoup de notes. Et puis, s'il y a une information, comment est-ce qu'on fait pour la retrouver? Mais c'est OK de faire de la veille passive. C'est bien. Déjà, on engrange des choses quand même. Par contre, il y a d'autres jours, on a la pêche, on a le PES, on a envie de faire plein de choses. On a envie de prendre notre Zettelkasten, de le tourner, de bien lier les notes les unes avec les autres. On reprend toutes les notes sur un sujet et paf, on fait une présentation sur la veille. C'est hyper chouette. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la veille active. En fait, on va avoir de l'énergie pour produire du contenu, pour s'approprier ce qu'on a engrangé. Par contre, c'est un peu plus chronophage. Et entre ces deux veilles, vous vous placez où vous voulez. Vous répondez simplement à la question, quelle est l'énergie que je veux consacrer aujourd'hui à ma veille? Ce n'est pas le même investissement en temps, ce n'est pas le même investissement en énergie, mais dans tous les cas, là où vous placez le curseur, c'est OK. Et pareil, en fait, on parle de mettre de l'énergie. Si on fait de la veille tous les jours, à un moment, peut-être qu'on va s'épuiser. C'est fatigant quand même de reprendre les notes, de les retraiter, etc. Ça prend du temps. Il y a des jours où on n'a vraiment pas envie. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter de s'épuiser? Tout à l'heure, je vous ai proposé une définition de la veille, où je disais que la veille, c'est l'ensemble des habitudes et des processus qui permettent d'apprendre en continu. Là, je vais vous parler des habitudes. Une habitude, qu'est-ce que c'est? C'est un petit processus en 4 étapes. Première chose, c'est il y a un signal. Ça peut être un lieu, une heure, une émotion. Ça peut être les personnes avec lesquelles vous êtes ou l'action que vous venez de faire juste avant. Ce signal, il va déclencher chez vous un besoin. Le besoin, ça va être de la motivation ou de l'énergie pour faire quelque chose. Ce quelque chose, ça va être une action. Vous allez prendre vos petits pieds et faire des choses avec. C'est un ou plusieurs comportements pour répondre à ce besoin. Et du coup, en faisant ça, vous allez avoir une récompense. Et a priori, cette récompense, c'est la satisfaction du besoin. Donc ces 4 étapes, c'est ce qu'on appelle la boucle de l'habitude, the habit loop. Et ce qui est hyper chouette, c'est qu'en travaillant avec cette boucle de l'habitude, en fait, on peut créer nos habitudes, les renforcer et travailler dessus avec. Donc par exemple, le signal, il suffit de le rendre évident pour commencer à construire une habitude. Le besoin, si on arrive à le rendre attractif, donc pour nous faire passer de « je dois faire quelque chose » à « je vais le faire », ça nous permet de passer plus facilement à l'action. L'action, il faut la rendre facile, il faut la rendre accessible. Tout à l'heure, David nous parlait de sa liste blanche. La liste blanche, on a trié les articles ou les ressources à traiter par ordre de priorité. Si je veux me lancer pour ma veille, je prends le premier article et je le consomme. C'est très simple, c'est facile. Je me suis facilité mon passage à l'action. Et enfin, la récompense, il faut la rendre plaisante. Il faut renforcer le côté positif pour nous pour réussir du coup à ancrer les habitudes. Donc par exemple, sur la veille, pour rendre évident le signal, moi je me suis bloqué un créneau dans mon agenda tous les vendredis de 9h à 9h30. Ensuite, je rends évident le besoin. Je me dis, tiens, j'ai envie de le rendre attractif, j'ai envie de me sentir en maîtrise de mes outils, et je vais travailler pour moi. Et du coup, je me le répète régulièrement, ou je le marque en fait dans mes objectifs de travail. Et du coup, ça rend mon besoin attractif. Ensuite, je vais lire mes articles. Et donc, ce que je disais, c'est que je vais consommer les articles que j'ai priorisés. Donc, hyper facile de passer à l'action. Et ensuite, la récompense, c'est, voilà, j'ai un article que j'ai tradé, j'ai une to-do, et tac, ma to-do, c'est fini, je passe à la suite. Ça, c'est hyper plaisant de se rendre compte qu'on a réussi à finir un item dans notre liste. En plus de ça, quand on est bloqué sur un problème, il suffit qu'on ait traité un article pour se débloquer ce problème. Et ça aussi, c'est super satisfaisant. Donc, The Habit Loop, en fait, ça vient d'un bouquin qui s'appelle The Atomic Habits de James Clear. Donc, hyper chouette comme bouquin. Il existe aussi en français pour ceux qui sont un petit peu allergiques à la langue de Shakespeare. Voilà. La grande question maintenant. Quel temps est-ce qu'il faut qu'on prenne pour faire notre veille? Déjà, aujourd'hui, on est quel jour? On est vendredi. Vendredi, pour vous, c'est quoi? C'est un jour, vous travaillez ou vous êtes en congé? En fait, la veille,
il faut prendre du temps pour le faire. Et le temps, en fait, on peut le considérer comme étant de l'argent pour l'entreprise pour laquelle on travaille, donc ça va être du temps plutôt professionnel. Et d'un autre côté, le temps, c'est aussi votre vie qui s'écoule. Votre temps personnel, c'est votre vie. Et du coup, quel est le temps qu'il faut qu'on prenne pour faire notre veille? Est-ce que c'est plutôt du temps pro de l'entreprise ou du temps perso à soi? Je n'ai pas la réponse. Il y a un curseur. Quand est-ce qu'on fait sa veille? Ça peut être parfois du temps pro, parfois du temps perso. Moi, je ne sais pas. Il faut réussir à mettre le curseur, et pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, je suis convaincu que la veille, c'est une bonne chose pour soi et pour l'entreprise, mais en fait, on ne peut pas décider tout seul. On ne peut pas décider, tiens, en fait, aujourd'hui, je prends une demi-journée pour faire de la veille. Si, en fait, ça ne fait pas partie de vos attributions, ça va être difficile à expliquer, difficile à justifier. Et du coup, je vous propose quand même une grille de lecture pour vous aider, en fait, à faire de la veille sur votre temps, savoir sur quel temps vous allez faire votre veille. Donc, la grille de lecture, ça peut vous aider à mettre le curseur. Donc, quand vous faites de la veille, vous répondez à quel objectif? Est-ce que vous êtes dans un objectif de formation? La formation, c'est le besoin employeur pour que la personne soit opérationnelle à court terme sur un projet. Par exemple, vous changez de technologie, si vous n'avez pas un temps minimum de formation, vous n'allez pas être productif, vous n'allez rien réussir à faire dessus. Donc l'objectif de la formation, c'est d'être opérationnel. Donc ça, a priori, c'est un temps qui est nécessaire pour votre employeur. Ensuite, il y a l'efficacité. Quand je fais de la veille, pour être plus efficace sur les outils que j'utilise, je veux améliorer ma productivité. Donc c'est l'image tout à l'heure que j'avais du bûcheron. Le bûcheron, il va affûter sa hache, ça lui profite à lui, mais ça profite aussi à son entreprise. Il faut vraiment bien intégrer que nos compétences, ce sont nos outils du quotidien. Et si on arrive à les améliorer, on va améliorer notre quotidien et on va réussir à améliorer la productivité de notre entreprise. Ensuite, il peut y avoir une recherche de diversité dans notre travail. Quand on va chercher la veille, on va chercher la diversité. On veut prendre de la hauteur sur les sujets qui sont un petit peu satellites à ce sur quoi on travaille. Par exemple, on peut essayer de faire un effort pour maîtriser une technologie qui n'est pas dans le scope du projet, mais on se dit, là, il y a peut-être une opportunité avec, je sais pas, il y a un outil qui s'appelle Cube qui commence à sortir, ça peut être intéressant que j'investisse un petit peu de temps pour comprendre ce que c'est. En fait, on va se diversifier et éventuellement gagner en productivité après. Pour reprendre l'analogie du bûcheron, s'il va à un salon agricole et qu'il découvre l'existence de la tronçonneuse, peut-être que ça va lui changer sa vie par rapport à la hache. Mais s'il ne prend pas ce temps d'aller sur un salon pour découvrir que la tronçonneuse existe, il ne va jamais réussir en fait, à changer d'outil. Et enfin, il y a un quatrième objectif pour la veille, c'est l'employabilité. L'employabilité, c'est le besoin égoïste de rester à jour pour un jour pouvoir faire évoluer sa carrière, changer d'entreprise et être valorisable sur le marché. Donc ça, c'est aussi hyper important pour nous. Et du coup, il y a un curseur à mettre. Ça, c'est une grille de lecture. Vous ne pouvez pas forcément décider tout seul de dire, voilà, là j'ai envie de travailler sur Vue, je reprends l'exemple de Vue. Je ne peux pas décider de travailler sur Vue si ça ne va jamais servir à mon entreprise. Je ne peux pas faire ça forcément sur mon temps pro. Et du coup, il y a un curseur à mettre, savoir est-ce que je fais ça sur mon temps pro ou temps perso. Et peut-être que ça va vous aider. Mais du coup, quel est le risque à ne pas faire de veille? Déjà, ne pas faire de veille sur son temps de travail, ce n'est pas grave. La conséquence, c'est juste qu'il y a un statu quo sur l'évolution de la carrière. Si vous ne faites pas de veille sur votre temps perso, j'ai envie de dire c'est normal. Parce qu'il faut faire attention à la culture du culte du métier passion. Ce n'est pas parce que vous êtes un développeur passionné que vous êtes obligé de faire votre veille sur votre temps personnel. Si vous faites de la veille sur votre temps personnel, c'est soit que c'est un plaisir pour vous de faire de la veille, soit vous êtes en burn-out, et dans ce cas, il faut vous poser des questions. En revanche, pour l'entreprise, le fait que les employés ne fassent pas de veille, c'est un vrai risque. Et pourquoi? Je vais vous proposer encore une fois une grille de lecture. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont entendu parler d'un truc qui s'appelle l'agilité. L'agilité, c'est une philosophie qui se veut un levier de performance. En fait, on va chercher à améliorer en continu les process, on va chercher à mettre en place de l'innovation, on veut des objectifs de qualité qui sont importants, on veut que les personnes soient investies dans l'entreprise, on veut les responsabiliser, etc. C'est génial. L'agilité, en fait, il y a 4 valeurs et 12 principes. Et par exemple, il y a le principe 9 au hasard, qui nous dit qu'une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l'agilité. Mais comment est-ce qu'on fait pour atteindre l'excellence technique si on ne sait pas quoi chercher? S'il y a des nouvelles pratiques, comment est-ce qu'on fait pour les découvrir si on ne fait pas de veille? L'agilité nous dit, faites de la veille. D'ailleurs, elle nous le dit 2 fois. Elle nous le dit aussi dans le principe 12. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace et puis règle et modifie ses comportements en conséquence. Souvent, en fait, quand on parle de ce principe-là, on parle à la rétrospective. La rétrospective agile, c'est une façon, en fait, pour que l'équipe réfléchisse à des moyens de devenir plus efficace sur ses processus. Mais en fait, la veille, c'est aussi un moyen de réfléchir à devenir plus efficace. Du coup, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de veille aussi?
Du coup, l'agilité nous dit, faites de la veille. Mais il y a un autre truc aussi qui nous dit de faire de la veille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du DevOps. Apparemment, c'est un mouvement aussi qui vise à la performance. En fait, on cherche à déployer plus fréquemment, livrer plus vite, on veut résoudre les problèmes plus vite et avoir une meilleure stabilité. Donc c'est hyper chouette. Il y a une étude qui a été montée sur l'état du DevOps. Cette étude, donc, c'est l'étude qui a été menée par DORA, donc DevOps Research and Assessment, et qui a été synthétisée par un livre qui s'appelle Accelerate. D'ailleurs, il y a une présentation par Geoffroy juste après sur découvrir Accelerate. C'est hyper chouette, donc allez-y. Du coup, cette étude a été portée sur 30 000 entreprises, et, donc avec un sondage, et donc ils ont classé des entreprises en différents niveaux de performance. Donc on a les low performers, les middle performers et les high performers en termes de performance de livraison de logiciels. Et il y a une corrélation en fait avec la culture. Donc on a une culture pathologique, donc orientée pouvoir, donc la pyramide, elle est bien la pyramide. Mais du coup en fait les gens souvent ils n'encouragent pas la liaison et on n'encourage pas la nouveauté. Ensuite, on a la culture bureaucratique. La culture bureaucratique, on va mettre en place des processus, parce que c'est bien les processus. Au moins, il n'y a personne qui prend du pouvoir. Mais on a des silos et on a du mal à faire en sorte qu'ils communiquent entre eux. Et puis, on ne veut pas trop de nouveautés parce que faut les faire entrer dans les process et c'est pénible. Et du coup, il y a aussi la culture générative, qui est, elle orientée performance. On essaie de faire en sorte que la coopération soit là. On essaie de faire en sorte que dès qu'il y a un échec, on fasse un post-mortem. Et on essaie de mettre en œuvre la nouveauté. Et justement, dans une culture générative, c'est-à-dire orientée vers la performance, la nouveauté est mise en œuvre et l'expérimentation est encouragée. Donc les équipes performantes, elles ont besoin d'une culture basée sur la confiance. Et du coup, elles ont besoin qu'on leur dédie du temps et qu'on mette en place ce qu'il faut pour qu'elles expérimentent de nouvelles choses. Et justement, qu'elles soient beaucoup plus performantes. Donc le DevOps nous dit, faites de la veille. Et enfin, il y a un bouquin de management aussi qui nous dit, faites de la veille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle l'organisation apprenante. Une organisation apprenante, c'est un groupe de personnes qui améliorent en continu leurs capacités pour en fait bénéficier de ce qu'ils apprennent et être beaucoup plus performants. Donc ça vient d'un bouquin qui s'appelle La 5e discipline, donc de Peter Senge. Donc c'est vraiment un livre de management. Et ce livre, il est construit autour d'une citation assez importante, qui est « Pour toute organisation, l'avantage concurrentiel durable se trouve dans la capacité à apprendre plus vite que la concurrence. Si vous voulez que votre entreprise survive, apprenez plus vite que les autres. Faites de la veille. » Quelques conseils à emporter. Comment est-ce qu'on va commencer pour faire de la veille? Déjà, définissez les objectifs. Pourquoi est-ce que vous faites de la veille? Est-ce que vous faites de la veille pour vous? Est-ce que c'est pour votre entreprise? Est-ce que c'est dans votre fiche de poste? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est d'améliorer votre efficacité, votre productivité, votre employabilité? Définissez vos objectifs. Ensuite, mettez en place un processus très simple. On vous a présenté un processus en 3 étapes, sourcer, traiter, valoriser. Du coup, vous mettez en place ce que vous voulez à différents niveaux, mais mettez en place un petit processus. Ensuite, prenez le temps. Prenez le temps de faire de la veille. Prenez un temps sur lequel vous êtes disponible, vous n'êtes pas embêté par autre chose. Concentrez-vous, prenez des notes et ancrez des habitudes, justement, pour prendre ce temps. C'est important. Enfin, la veille, c'est votre rythme, c'est votre énergie, c'est votre emploi du temps. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser de ne pas faire de veille. C'est à votre rythme. Et du coup, peu importe l'outil. L'outil, ça doit être une aide, ça ne doit pas être un frein. Vous commencez hyper simple avec un fichier texte ou avec des bookmarks dans le navigateur. Vous faites comme vous voulez, c'est hyper léger. Et ensuite, vous vous outillez. Plus vous allez faire de veille, plus vous allez avoir besoin d'un outil. Et vous vous poserez la question à ce moment. Et surtout, commencez dès que possible. Parce que quel que soit ce que vous allez faire sur votre veille, c'est pour votre vous du futur. Donc la veille, il faut vraiment bien intégrer que c'est pour vous, parce que c'est ce qui vous intéresse, c'est ce que vous en faites et c'est ce qui vous fait plaisir. Et surtout, c'est facile, parce qu'en fait, on en fait tous au quotidien, sans forcément s'en rendre compte. Dès qu'on va sur Stack Overflow, on fait de la veille. Merci à tous. Il reste une minute. Il y a pas mal de liens dans la présentation, donc on va partager la présentation sur Twitter. Donc n'hésitez pas à suivre nos comptes ou le compte de Shodo pour avoir tous les liens. Merci à vous. Bien sûr, bien sûr.